Alors comme ça, Bruno Lambert, vous êtes explorateur, mais explorateur, ça n'existe plus. Non, tant que l'exploration, qui est synonyme de découverte, existera, l'explorateur existera. Je pense que la notion d'exploration est tout à fait relative. On vit dans un monde qui se transforme tous les jours. Le peuple, les gens qui y vivent se transforment. La nature bouge. Je crois qu'il suffit de redécouvrir ce monde-là avec un regard nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, vous repassez peut-être où sont déjà passés d'autres explorateurs, d'autres découvreurs. On peut tout à fait repasser sur les traces d'anciens explorateurs. Ceci dit, même si la planète est recouverte par les photosatellites, il existe encore des zones partiellement blanches. Donc l'exploration réelle existe encore. Moi, j'en suis tout à fait convaincu. Et comment vous êtes arrivé ici, dans cette haute vallée de la Bléone ? C'est une question de personnalité. Je crois que moi, ma vie est basée sur la passion de la nature, de l'aventure et du voyage. Et c'est vrai qu'il me fallait cet environnement naturel, d'une part pour m'entraîner, et d'autre part pour pouvoir écrire et concevoir les projets, quoi. C'était un élément indispensable à la profession. Parce qu'en fait, quel est le cheminement pour devenir explorateur ? Je crois qu'il existe pas mal de cheminements. Nous pouvons aborder l'exploration par la voie scientifique, par la voie journalistique et par la voie sportive. Quelle a été la vôtre ? Sportive. Alors initialement, j'étais partagé entre deux passions, la passion de la terre, la passion terrienne. J'ai commencé comme berger bûcheron et après je suis devenu donc accompagnateur en montagne, guide d'expédition. Et ce n'est que 15 ans après avoir travaillé comme accompagnateur que j'ai déclaré ce programme d'exploration. Est-ce qu'on peut partir ici en exploration, ici dans cette vallée de la Bléone, ou alors ça vous fait un petit peu sourire ? Non, ça ne nous fait pas sourire, parce que je pense que l'esprit de découverte peut s'exprimer à tout endroit de la planète. On peut effectivement découvrir ici, donc on peut explorer ici. Il n'y a pas besoin, je pense, de partir au pôle Nord, en Amazonie, dans le désert, pour pouvoir explorer, quoi. Ça vous arrive de faire des courses encore ici ? Oui, beaucoup. Pratiquement tous les jours. Ça, c'est le matériel de base de l'exploration polaire pédestre autonome. C'est-à-dire que là, on peut voir le chausson d'exploration polaire, ce qu'on appelle la Mouklouk, qui est... Je vais vous tenir parce que dedans il y a un chausson. C'est assez lourd. Hein, oui, parce que quand vous dites chausson, ça fait quand même bien... Ça fait 1,8 kg. Voilà, 1,8 kg. Celle-ci fait 1,8 kg. Il y a une semelle qui doit faire 2-3 cm d'épaisseur, des chaussons en feutre à l'intérieur qui remplacent le poil d'ours, et le nylon extérieur remplace la peau de phoque. Voilà, donc ça, en fait, c'est une copie de ce que faisaient les Esquimaux avec... voilà, une copie de la Mouklouk, de ce qu'on appelle la kamik. Après, il y a une raquette. Bon, ça, on peut dire que c'est une raquette classique. C'est une raquette maintenant qui est commercialisée pour le loisir en France et sur tout terrain. D'ailleurs, elle est made in France, c'est écrit dessous. Oui, tout à fait. C'est une très bonne raquette que nous avons testée donc, au pôle Nord et qui a travaillé pendant 5 ans. Un petit peu plus agressive quand même, hein, que... Non ? Bon, sans plus. Non, sans plus. Par contre, elle est particulièrement résistante. Et puis ça, c'est une poulka. Voilà, alors la poulka... Ne cherchez pas les chiens parce que la poulka, ça s'appelle à l'homme. Le concept de la poulka, c'est d'être tracté par un humain. Donc c'est un produit qui est déjà relativement vieux. Celle-ci est utilisée et fabriquée avec des matériaux synthétiques en polyester ou en Kevlar. Alors ça en revanche c'est très léger. Si la chaussure fait 7 kg. Voilà, c'est pas vraiment la plus légère. Hein, sinon on en trouve à 2,5 kg, 3 kg. Et on peut la charger de combien ? Nous l'avons chargée à 150, 160 kg en entraînement et puis 130 kg sur des expéditions de 60 jours. Par moins combien ? Température de moins 53. Sur laquelle on rajoute un vent de 70 km/h, ce qui nous donne une équivalence de moins 85, moins 90. Ça sert à quoi ce genre de sortie ? Alors ça sert déjà à exprimer sa passion, hein, ça, une passion ça s'explique pas, et comme toute exploration, il faut qu'on en tire des produits commerciaux, hein, parce que business oblige, et c'est vrai qu'à travers nos expéditions sportives, on engage des recherches scientifiques et médico-scientifiques avec des médecins de Genève, de Lyon, du CNRS et de toutes les institutions du monde. C'est pas se mettre en danger ça ? Parce que on étudie quoi par exemple ? La notion de danger est tout à fait relative dans la mesure où si l'on connaît bien son sujet, l'Arctique on n'y part pas comme ça du jour au lendemain, il faut quelques années de préparation. Ouais, mais tout de même, pour partir à moins 50, vous vous préparez comment ? Pour partir à moins 50, il y a un gros conditionnement déjà sur l'isolement, il faut savoir naviguer, il faut savoir que en région polaire arctique, dans la région du pôle magnétique, on est obligé de naviguer au soleil, c'est-à-dire que tous les instruments magnétiques ne fonctionnent plus, les GPS donc ne fonctionnent plus ou fonctionnent mal.
Il faut également se conditionner à la rencontre avec un ours blanc, parce que l'ours blanc est le prédateur numéro 1 et il y en a beaucoup. En 3 ans d'expédition polaire, on a eu 14 rencontres, ce qui est quand même pas mal. Et puis après, il faut s'entraîner sur le plan sportif. C'est vrai qu'il faut se mettre les mains, les pieds, le visage dans de la glace pilée pendant actuellement plusieurs jours. Tout à fait, ouais. Selon les spécialistes, c'est ce qu'on appelle l'adaptation locale des extrémités. L'idéal est de pouvoir rester une demi-heure, 1 heure et plus dans la glace pilée, la face, les mains et les pieds. À partir du moment où on y arrive, tout est bon, quoi. Alors on va vous voir à l'entraînement, mais aussi à l'enseignement. 2, 3. Depuis 6 mois, ils entraînent chaque jour leur corps à vivre dans des conditions extrêmes. Bruno Lambert et Corinne Pellozuelo sont prêts à partir pour 1000 km sur la banquise, à pied. Ils tireront chacun au bout d'un traîneau 90 et 130 kg par moins 50 degrés. Un exploit suivi de près par une équipe scientifique internationale qui étudiera l'adaptation de leur moelle osseuse. Cette expédition n'est que la première d'un programme sur 10 ans intitulé Les Marcheurs de la Terre, qui les conduira de défi en exploit. L'année prochaine, donc, on repartira sur les traces d'un explorateur donc, dans l'Amazonie française, donc dans la région des Tumucumac, ce qui sera une véritable mission d'exploration, c'est-à-dire que le gars s'est arrêté, avancé jusqu'à une certaine limite, et puis après il y a une zone blanche, donc c'est véritablement vierge. En 98, on a 6 mois d'expédition en Himalaya. L'an dernier, donc, vous en souvenez, on est parti dans le Sahara. D'accord, nous avons marché 1000 km avec des chameaux sur les traces des anciens caravaniers. Cette année, on va beaucoup plus haut. On va donc en région polaire arctique. Entre 2 expéditions, les marcheurs de la Terre transmettent leurs découvertes aux écoliers, bouche bée, qui avalent géographie et biologie comme si c'était des friandises. Ces explorateurs, ils les connaissent, leur posent des questions et surtout, ils reçoivent du Sahara, du pôle Nord ou de la forêt tropicale, des fax comme des bouteilles à la mer qui racontent les aventures de leurs héros préférés. Là c'est l'Arctique et là c'est l'Antarctique. Et si vous tombez et que vous restez longtemps dans l'eau, est-ce que vous risquez de geler? Oui, tout à fait. Alors si jamais un de nous tombe dans l'eau, il faut immédiatement monter la tente. Tout comme ces enfants de l'école primaire du Brusquet près de Digne, 3000 élèves en France vont suivre les aventures de Corinne et Bruno dans le Grand Nord et développer ainsi leur goût de la découverte. L'exploit sportif des marcheurs de la Terre est devenu une mission scientifique et pédagogique. Et ces écoles sont sur l'ensemble du territoire ou alors elles sont sur la région de la vallée de la Bléone? En 1995, nous avions 2 classes tests, 2 classes pilotes à Digne, ce qui correspondait à 35-40 élèves. C'était le tout début du concept pédagogique qu'on a mis au point. Ensuite, en 1996, nous avons dû tourner avec quelques 1500 élèves et depuis, nous avons touché 4000 élèves. Donc, au début, c'était très très local. La Haute-Bléone, c'est difficile à la mesure où il n'y a plus d'école. Bien qu'il y en ait une à la Javis au Brusquet. Le Brusquet a bien marché d'ailleurs. Maintenant, ça s'étend, ça sort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on tourne en Rhône-Alpes et puis tout doucement sur la France entière. Attention parce que plus vous aurez d'écoles, plus de classes à visiter, moins vous aurez de temps pour faire des expéditions, non? Pas vraiment, parce qu'on est quand même limité sur le quota d'intervention dans la mesure où chaque personne habilitée à passer dans les écoles doit avoir vécu l'expédition. Comme on a du mal pour trouver des équipiers et qu'effectivement on tourne 2, 3, 4 personnes, je pense qu'on sera très vite limité à 100 classes. En général, vous partez à combien sur une expédition? On part... ça peut aller de l'expédition solitaire et on dépasse rarement 7 personnes. Quelles sont les réactions des enfants pendant que vous n'êtes pas là, pendant que vous leur faxez, que vous leur faites vivre votre aventure? Les enfants rêvent. C'est un peu un voyage par procuration. C'est vrai qu'ils ont besoin de rêver pour assimiler les matières qu'on leur envoie en temps réel, quoi. Et pendant 3-4 mois et plus, les enfants vivent complètement l'expédition. Ils sont en face de l'ours blanc, ils ont le jaguar à côté, ils sont sur le dromadaire, ils vivent complètement dedans. La prochaine expédition, c'est prévu donc pour l'Amazonie en septembre 98, donc à la fin de l'année, en Guyane française plus précisément, où là nous repartirons sur les traces d'un explorateur du 19e siècle, Henri Coudreau, qui a traversé la Guyane d'est en ouest intégralement en 1890, complètement autonome. Donc cette fois-ci, ça fera en canoë et à pied. Merci Bono pour être venu nous faire partager votre rêve. L'éphéméride de Jean-Pierre Belmont aujourd'hui intéresse les enfants, tous les enfants de 7 à 77 ans.